On se rappelle la première génération de Kia Niro qui avait fait quand même très bonne figure en amenant un vent d'électrification, mais non seulement aussi en offrant une version hybride et une version hybride branchable. Kia ramène une nouvelle génération dans cette recette, un véhicule qui est plus gros, qui a plus d'espace à l'intérieur et on nous promet encore une fois des meilleures performances. Est-ce que la recette de la nouvelle génération de Niro va fonctionner? C'est ce qu'on découvre dans cet essai. C'est directement ici à Irvine, en Californie, que l'ensemble des modèles Kia est dessiné, voire même les concepts. Et lorsqu'on parle de concept, le Habanero, c'est celui-ci qui a inspiré le véhicule de production que vous voyez présentement. Vous allez remarquer immédiatement la calandre en avant au niveau des phares. C'est surtout ça qui fait référence à ce concept-là. Il faut dire que Kia sont toujours assez extravagants aussi lorsqu'on parle de design. Ça ne ressemble pas à d'autres véhicules d'une autre gamme et on aiguise notre crayon et on nous donne vraiment quelque chose qui est intéressant visuellement et qui va vivre quand même bien au travers du temps. Toutes les versions de Niro se ressemblent pas mal, à l'exception au niveau des phares à l'avant. La conception elle est un peu différente, voire même aussi au niveau de la grille du radiateur, mais on reconnaît facilement un Niro quand même. Pour la version électrifiée, on va avoir le port de charge directement à l'avant comme ça. Pour la version hybride branchable, ça va être plutôt sur le côté. Et bien entendu, la version hybride qu'on a là, ne cherchez pas de port de recharge, c'est uniquement la trappe à essence. Au niveau des roues, on n'aime pas, ça dépend des modèles. Pour le modèle électrifié, on va remarquer quand même qu'on a des pneus qui sont assez ballons. Il faut dire qu'il y a un seul modèle de roue pour celui-ci. Et on trouve cependant l'utilisation de ces pneumatiques-là, c'est vraiment conçu pour la faible résistance de roulement, mais vraiment pas le style. Sur le côté, quand même intéressant de voir la ligne de design et on remarque vraiment la partie arrière qui ressort. Tout dépendant de la couleur ou de l'harmonisation que vous allez choisir, ce qui est intéressant, c'est que cette lame-là à l'arrière, on voit comme une petite prise d'entrée d'air. Elle est contrastée, surtout sur ce modèle ici, où est-ce qu'on nous la présente en noir. Sur le blanc, la version électrique qu'on a essayée, c'était quand même très différent. Le contraste, il est beau. Le design, encore une fois, on n'aime pas, mais moi, je trouve qu'un rafraîchissement, ça fait quand même du bien dans cette gamme-là. Puis à l'arrière, c'est sûr, ce qui est marquant, c'est vraiment au niveau des phares, où est-ce qu'on retrouve une forme en boomerang. On joue sur vraiment l'éclairage Odell, qu'on ajoute quelques petits cristaux qui brillent à l'intérieur, on aime bien. L'autre chose qu'on conserve typiquement de Kia, c'est simple, c'est vraiment au niveau des phares complètement en bas pour justement les fameux clignotants. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais on reconnaît quand même une forme aussi hatchback au niveau du véhicule. Ce qui nous laisse croire, est-ce que c'est vraiment un véhicule sport utilitaire ou plus vraiment un hatchback? Moi, je me dirige vers le deuxième, mais une chose est sûre, le design ne nous laisse pas indifférents. Une fois qu'on prend place à l'intérieur, on tombe vraiment en territoire connu, surtout si vous connaissez les plus récents modèles de la gamme de Kia. Premièrement, au centre de notre attraction, c'est vraiment les doubles écrans. Bien entendu, avec un modèle le plus équipé, on bénéficie des plus gros écrans, mais on va retrouver vraiment une planche unique dans laquelle on se sépare deux écrans de 10,2 pouces. Système multimédia qui est quand même très facile à utiliser, Apple CarPlay, Android Auto, voire même au niveau du visuel, c'est quand même très beau et ça répond aussi très bien. Une autre partie qui est très intéressante, c'est la possibilité de basculer au niveau de l'affichage des contrôles de la climatisation ainsi que des contrôles multimédia simplement par la pression d'un bouton.
Ça prend un petit peu de temps à s'habituer, mais je vous le dis tout de suite, on peut même le configurer pour qu'il revienne à la fonction, disons, audio de base, c'est celle-là votre préférée, et ça fait amplement le travail. Au niveau de la console centrale ici, c'est là qu'on va remarquer souvent la plus grande différence. C'est vraiment au niveau du sélecteur de vitesse. Dans la version hybride, bien, c'est un bon classique, tout simplement, un bon levier de transmission, tandis que dans la version électrique ou encore hybride branchable, c'est un sélecteur rotatif. Pour ceux-là qui sont amateurs de changer un peu le comportement routier du véhicule, on a le bouton directement ici à la pression du pouce, le Drive Mode, donc les modes de conduite, qu'on va pouvoir passer de Eco à Sport et bien entendu aller chercher un petit peu plus de pep au niveau du véhicule. Les palettes ici sont extrêmement importantes, peu importe la version électrifiée ou encore hybride ou hybride branchable. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va sélectionner un peu la réactivité au niveau du freinage régénératif. Donc, ça va être possible vraiment d'aller chercher aussi notre mode One Pedal Drive avec la version électrifiée et sinon, dans la version dans laquelle je prends place présentement, juste d'aller chercher différents modes. C'est sûr que le comportement routier va changer un petit peu, mais ça, on en reparlera plus tard. Du côté des bancs, on utilise un genre de cuir biosynthétique, tout dépendant de l'équipement à l'intérieur de la version, quand même assez confortable. Et on va remarquer tout de suite aussi à l'arrière comment ils ont un design assez unique. On peut même accrocher des vêtements ou s'en servir comme corde à linge, entre guillemets, si on veut, pour justement avoir un petit ajout à l'utilité, si on veut. Il y a quand même une omniprésence de plastique à l'intérieur du véhicule. On est quand même assez conservateur à ce niveau-là, mais on réussit à bien l'harmoniser avec un style visuel intéressant. L'autre chose qu'on remarque aussi, beaucoup plus d'espace à l'arrière, tant au niveau des jambes, tant au niveau des épaules aussi, voire même le coffre qui est de bonne dimension. Un intérieur qui reste quand même sobre, mais qui allie quand même la technologie et le confort. Chez Kia, on aime beaucoup la technologie aussi. On veut toujours évoluer et en mettre plus à l'intérieur de nos véhicules. Parfois, ça devient difficile d'innover, mais on a encore quand même réussi avec des choses qui sont assez uniques. Premièrement, c'est la zone verte. C'est quoi ça? Lorsque vous avez votre navigation d'enclencher une destination GPS de choisi, lorsqu'on va passer au travers, disons, d'une zone scolaire, le véhicule va vraiment focusser sur moins émettre de bruit, le côté vert, le côté électrifié, surtout dans sa version hybride, où est-ce qu'on va s'assurer, bien entendu, aussi de le signaler au conducteur pour être sûr qu'il adapte sa conduite. Bon, c'est une petite touche intéressante. Il ne faut pas oublier aussi au niveau de la version électrifiée, qu'est-ce qu'on a? On a une option qui nous permet de recharger de véhicule à véhicule ou encore tout simplement des accessoires qu'on pourrait amener, que ce soit portatif pour travailler ou encore voire même un équipement pour le camping. Vous pouvez utiliser l'énergie de votre batterie et ça devient quand même intéressant. Une autre chose intéressante aussi, c'est la clé. Par quoi qu'on peut remplacer une clé aujourd'hui? Parce que tout le monde est dans ses poches. C'est quoi? Un cellulaire. Donc, on peut tout simplement répliquer une clé avec celui-ci. Dès qu'on approche de notre véhicule, eh bien, voici, ça va le débarrer. Et on peut même transférer notre clé à quelqu'un si on veut prêter notre véhicule. Parlons mécanique présentement, 3 modèles à couvrir. On commence tout de suite avec celui-là qui est hybride. Premièrement, motorisation 4 cylindres, 1,6 litres. On va jumeler le tout à une double embrayage qui fait quand même un travail assez exemplaire. 139 chevaux, 195 livres-pieds de coupe. Je vous le dis tout de suite, c'est pas énorme et ça se ressent un petit peu sur la conduite. C'est sûr que du côté consommation d'essence, cependant, on annonce environ 4,5 litres au 100. On a été capable de faire tout juste un petit peu au-dessus, mais avec une conduite un peu plus agressive. C'est environ une amélioration de 4 % au niveau de la consommation par rapport à l'ancien modèle. Le prochain modèle, le PHEV, le fameux hybride branchable, toujours le 1,6 litres, cependant puissance combinée de 180 chevaux et 195 livres-pieds de couple. On va utiliser une batterie de 11,1 kWh, c'est quand même assez petit, mais ça va être bon pour une autonomie d'environ 55 km. Il y en a plusieurs qui vont dire que c'est peu, mais parfois, juste de se promener en ville, faire que quelques commissions, eh bien, ça fait amplement le travail pour justement économiser au niveau de l'essence. Et si jamais on fait un plus long voyage, il n'y a pas de problématique. La motorisation classique va venir donner un coup de main. On parle environ d'une consommation d'essence de 4,8 litres au 100. La version, bien entendu, que je préfère, c'est la version électrique. Celle-ci est quand même beaucoup plus puissante. On parle de 201 chevaux et 188 livres-pieds de couple. C'est un peu moins qu'au niveau des chiffres par rapport à l'ancien modèle, mais on a vraiment voulu focusser aussi en tant que tel sur l'autonomie du véhicule. On a une batterie de 64,8 kWh et on va être capable de faire 407 km annoncés, bien entendu.
Tout dépend de la conduite, tout dépend des conditions extérieures. Vous le savez, ça peut affecter le tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est quand même un véhicule qui a une excellente autonomie dans un format compact. Et on le sait, même avec la génération précédente, qui elle est annoncée à 385 km, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à faire beaucoup plus. Je vous rappelle cependant que lorsqu'on va mettre des pneus d'hiver, lorsqu'on va faire face à des intempéries, ça va couper, mais au moins on a quand même une bonne autonomie complète avec ce véhicule-là. Parlons recharge maintenant pour la version électrifiée. C'est un peu dommage parce qu'on ne pourra pas profiter de la vitesse des bornes très puissantes comme la Kia EV6 qui est capable d'en prendre beaucoup plus d'énergie. On a été conservateur sur l'architecture qu'on a présentement à l'intérieur de la Niro. Donc, que ce soit une borne de 100 kW, voire même une 350, les temps de recharge de 10 à 80 % de la batterie vont être pas mal identiques et on tourne aux alentours de 43 à 45 minutes. C'est sûr qu'une borne de 50 kWh, on parle de 65 minutes pour aller chercher cette puissance-là. Si jamais vous vous branchez avec une borne à la maison, disons de niveau 2 tout simplement, on parle de 9h05 minutes pour une 7 kW et de 6h05 minutes pour une 11 kW. Et bien entendu, on parle de 10 à 100 % de la charge. Pour les bornes typiques, classiques, directement dans une prise régulière, on n'en parle même pas parce que c'est trop long. Pour la version hybride branchable pour celle-ci, sur une borne de niveau 2, on parle d'environ 2h45 minutes pour faire une recharge rapide. C'est normal, la batterie est beaucoup plus petite. Durant cet essai, on a essayé deux versions, la version purement électrifiée et la version hybride. Si on commence par le comportement routier de celle-là électrifiée, bien, premièrement, la réponse, elle est quand même très intéressante. Dès qu'on va accélérer, on sent quand même l'omniprésence du couple. C'est un peu typique des véhicules électrifiés, mais au moins, on a une bonne puissance et c'est ce qu'on aime. Pour les dépassements, bien, c'est sûr, encore une fois, ça s'essouffle un petit peu, mais c'est encore correct. Là où est-ce que ça change un petit peu et on le sent vraiment, c'est au niveau de la suspension du véhicule. On sent une certaine fermeté, mais on sent le poids aussi qu'on doit transporter lorsqu'on a une batterie, lorsqu'on a toutes ces composantes dans un véhicule qui est compact. Cependant, au niveau du freinage, le freinage régénératif, on va avoir la possibilité de changer les différents niveaux, voire même la conduite à une pédale. Pour un véhicule compact, c'est exceptionnel et on est capable de faire une gestion quasi parfaite de notre énergie. Du côté de la version hybride pour celle-ci, la transition entre la motorisation et l'électrification, elle est transparente. Là où est-ce que ça se gâte un petit peu cependant, lorsqu'on va utiliser encore une fois la conduite à une pédale ou encore justement vouloir utiliser la régénération, on sent que c'est un peu plus déconnecté par rapport à la version complètement électrifiée. La suspension demeure ferme. Et un point commun à ces deux modèles-là, c'est vraiment les pneumatiques. Malheureusement, on a joué sur la faible résistance de roulement, voire même sur la qualité. Ce n'est pas nécessairement les pneus qui vont te donner le meilleur mordant. C'est sûr qu'avec cette version-là, c'est un peu plus gros en dimension, c'est moins pire, mais on entend quand même certains bruits de roulement, malgré une insonorisation qui se veut adéquate, mais pas nécessairement exceptionnelle. Pour le reste, c'est parfait comme petit véhicule compact pour ceux-là qui veulent se déplacer du point A au point B avec un prix qui reste quand même alléchant. La Niro a toujours été quand même très abordable et malgré qu'on évolue de version qui a vraiment voulu garder ses prix quand même assez agressifs. Avec une version hybride, on part à 29 995 $. La pleinement équipée, on va jouer sur les 39 000 $. Une version purement électrifiée, quant à elle, entre 45 et 53 000 $. Il ne faut pas oublier, bien entendu, qu'on a un certain rabais gouvernemental qu'on peut appliquer sur celle-ci. Et si jamais vous voulez une hybride branchable, il n'y a pas une multitude de choix ou d'options pour celle-ci. Donc, c'est un prix fixe à 38 000 $. Encore une fois, abordable et quand même assez bien équipé pour ces modèles-là. En conclusion, on peut comprendre que Kia, avec la Niro, veut offrir du choix à ses clients. Encore une fois, le choix de la version que vous allez prendre va sans doute avoir une bonne influence sur soit votre consommation d'essence ou encore la manière dont vous allez vous déplacer en mode électrifié. Kia, c'est pas terminé car son plan d'ici 2025, c'est de nous amener 3 autres modèles complètement électrifiés. Il suit le plan S, comme on appelle. On a hâte de voir. Une chose est sûre, les designs sont toujours aussi extravagants et les nouveautés technologiques aussi. Ça promet d'ici là.